Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tvc de ce vendredi 18 mars. Je suis en remplacement de Marc Baudouin cette semaine parce que je m'ennuyais de vous à la maison, donc j'ai décidé de prendre sa place cette semaine. Alors, au menu pour cette édition d'Info.tvc, nous avons, tout de suite après la pause, une capsule sur la médication faite par Rayon de partage en santé mentale. Ensuite, nous avons le 2 minutes du mois Cosmos. Par la suite, on va aller en reportage avec la nouvelle campagne de financement populaire pour le parc de la place de l'Acadie à Lac-aux-Saumons. Ensuite, on souligne la semaine québécoise des popotes roulantes avec Pascal Rioux du Centre d'action bénévole. Il y aura une conférence prochainement dans la Matapédia sur le choc des générations en milieu de travail. La bourse des Acadiens du CEMEC, c'est maintenant le temps de s'inscrire. Et un nouveau projet de loi sur le découpage électoral avec Christina Michaud. T'as-tu déjà été à l'hôpital? Déjà pris des médicaments parce que, exemple, t'avais une amygdalite? T'as-tu déjà cassé un bras, une jambe, t'as été obligé d'être dans le plâtre? Oui, il n'y avait aucun problème avec ça. Ben, des fois, la tête, c'est la même chose. Elle a besoin d'aide pour aller mieux. Des fois, on peut prendre des médicaments ou de la médication parce que notre tête en a besoin. Peut-être qu'on va être obligé d'en prendre toute notre vie, peut-être juste pour un court moment. C'est chacun ses raisons personnelles pourquoi on a besoin de prendre des médicaments. Sache que la médication, ça peut être très très pertinent pour toi, puis aussi d'avoir un suivi, de parler à quelqu'un pour ta tête, en prendre soin. Si on va à l'urgence quand on a un bras cassé, pourquoi on y va pas quand notre tête va pas bien? Sache-le, voir un psy, un intervenant social, ça peut sauver la vie, c'est pas une joke. Fait que sur ça, prochaine fois, même si c'est pas juste ton bras qui est cassé, même s'il y a quelque chose au niveau de la tête que tu trouves que ça va moins bien, parle-en à quelqu'un, il y a quelque chose qu'on peut faire sûrement pour toi. Bonne journée! Bonjour les parents et futurs parents, je m'appelle Myriam Landry et je suis agente Cosmos dans la vallée de la Matapédia. Aujourd'hui, dans ce 2 minutes de capsule, je vous présente Qu'est-ce que Cosmos? C'est quoi les activités et les initiatives qui sont présentement en cours et qui pourraient vous intéresser et où il faut s'abonner pour ne rien manquer de ce qui se passe dans la vallée pour vous et votre famille. Bon visionnement! L'alimentation de bébés est le sujet à ne pas manquer à la prochaine clinique Amis des bébés et des tout-petits, jeudi le 24 mars de 9h30 à 11h à la Maison des familles. C'est gratuit. Tous les détails sont sur l'événement Facebook. Rejoignez le groupe pour ne rien manquer. Du 26 février au 6 mars, la semaine de relâche en famille. Après un succès monstre de l'an dernier, le concept de défi bingo en famille revient en force. Accumulez les activités proposées, inscrivez-vous et courez la chance de gagner de nombreux prix. Pour connaître la marche à suivre, rendez-vous sur Facebook ou sur notre site Cosmos. Comment recruter et mobiliser une main-d'œuvre de plus en plus exigeante? C'est le sujet qu'abordera notre conférencier M. Simard lors de sa conférence le 30 mars destinée aux employeurs et aux gestionnaires d'organismes, d'entreprises ou de commerce. Voyez tous les détails de cette activité virtuelle sur l'événement Facebook. Rendez-vous le 29 mars pour notre sortie spéciale de Cosmos, cabane à sucre et glissade. C'est gratuit et tous les détails sont sur l'événement Facebook. Comme organisme invité, venez rencontrer les grands amis de la vallée. Abonnez-vous à la page Cosmos Matapédia sur Facebook et ne manquez rien de ce qui se passe pour les familles 0-30 ans de la Matapédia. Le développement d'une personne du ventre de sa mère jusqu'à l'âge de 30 ans est le plus déterminant au cours d'une vie. Pour donner une chance égale aux jeunes de s'épanouir,
des organismes unissent leurs forces au Bas-Saint-Laurent au sein de la démarche Cosmos. Cosmos, c'est une communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé. Nous sommes de l'éducation, du réseau de la santé, de la petite enfance, du milieu municipal, du secteur de l'emploi et du milieu communautaire. Notre ambition? Soutenir le développement des jeunes de 0 à 30 ans pour favoriser une entrée scolaire réussie, de saines habitudes de vie, la persévérance scolaire, une intégration réussie au marché du travail et dans la société. Ensemble, nous réalisons une foule de projets. Par exemple, des ateliers de développement du langage, d'éveil à la lecture, des activités préparatoires à l'entrée à l'école, des occasions d'échange et de soutien entre parents, des projets d'exploration de métiers pour les jeunes, le soutien à la création de jardins, de parcs et d'activités pour que les jeunes puissent bouger et grandir en santé. On fait tout ça ensemble, et bien plus. Cosmos, une communauté engagée pour l'avenir des jeunes Bas-Laurentiens. En octobre dernier, on a diffusé une émission spéciale sur la présentation du projet de l'aménagement de place de l'Acadie dans le cadre de la commémoration du 125e anniversaire de l'arrivée des Acadiens au Lac-aux-Saumons. À la fin février, une campagne de financement populaire a été lancée pour contribuer à consolider le montage financier du projet. Pour en discuter, je suis en présence de France Cheverry, qui est porte-parole du comité de citoyens. Bonjour France. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Donc, avant de parler un peu de la campagne de financement, pouvez-vous juste nous rappeler c'est quoi le projet? Bien, le projet, en fait, ça a commencé l'année passée. L'année passée, c'était vraiment le 125e anniversaire en 2021. Mais vous savez, comme tout le monde, qu'on a passé à travers une pandémie. Bon, puis il y avait des festivités l'an passé, mais c'était plutôt modeste. Puis on était un groupe de citoyens qu'on se disait, bien, je pense qu'on pourrait aller un peu plus loin. Fait que on a mis ensemble, en fait, il y avait plusieurs petits projets un peu partout. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est comme rassemblé plusieurs citoyens du Lac-aux-Saumons, de toutes sortes de domaines. Puis on a fait un genre de réunion remue-ménage. Puis on a en fait pensé et élaboré un projet un peu plus élaboré qu'on aurait pensé au départ, parce que ça avait commencé au début seulement un monument, mais en parlant dans la municipalité, puis même avec les autorités, il y avait comme un besoin au niveau d'un parc qu'on voulait revitaliser dans le village. Puis il y avait aussi des enseignes on avait déjà fait ça il y a une trentaine d'années dans les rangs pour signaler les lots où il y avait eu des familles d'ascendance acadienne. Mais là, on a tout pris ça ensemble, puis on a fait un plus gros projet, disons. Donc, c'est un ensemble. Donc, si je veux résumer le projet, c'est 4 volets. Un, le réaménagement il y a un parc au cœur du village, pas le parc du Centenaire, mais il y a un parc qui s'appelait Plein Soleil, qui a été renommé l'an passé Place de l'Acadie. En raison de... Oui, pour le 125e, oui. Okay. Puis là, maintenant, le parc va être réaménagé, c'est-à-dire qu'on va mettre un peu plus d'arbres, on va faire un petit sentier. Puis là, on va avoir un pavillon extérieur avec des panneaux historiques qui va raconter l'histoire des Acadiens. L'histoire plus globale, mais aussi l'histoire des Acadiens qui sont venus s'installer au Lac-aux-Saumons. Il faut savoir que les Acadiens qui sont venus s'installer viennent des îles de la Madeleine en très grande majorité. Donc, on va raconter cette histoire-là dans ces panneaux historiques-là. Ensuite de ça, dans le parc, comme je vous ai dit, on va réaménager le parc. Il y a une partie aménagement paysager, mais il y a aussi l'instauration d'un monument commémoratif. Puis lui aussi, c'est en fait pour vraiment que les gens se souviennent que oui, le village est issu de plusieurs gens. Ça, c'est le premier volet avec le monument, deuxième volet, disons. Là. Puis ensuite de ça, on a pensé, parce qu'on voulait restaurer les pancartes, mais on a dit des pancartes pour des pancartes. Pourquoi qu'on n'en fait pas un circuit patrimonial? Oh. Donc, le circuit patrimonial va partir du parc, c'est-à-dire qu'on va avoir une carte qui va bien indiquer, en fait, ça va amener les visiteurs à venir voir dans les rangs c'est quoi les lots qui avaient été faits. Mais il y a aussi, tu sais, l'idée du circuit patrimonial, c'est, admettons, moi,
mon fils qui n'a jamais habité au Lac-aux-Saumons, qui n'a jamais, tu sais, il a toujours été à l'extérieur, mais que lui voudrait, ben là, c'est quoi exactement mes racines, ou peu importe, parce qu'il y a beaucoup de familles, des fois, ils disaient ça au Lac-aux-Saumons, il y a des gens qui viennent, puis, nous autres, je pense qu'on a de la famille qui a déjà été ici. Fait que dans le circuit, il va y avoir moyen de regarder, on a répertorié une 50aine de familles d'Acadiens, et puis les gens vont être capables de voir avec leur famille, on va assigner des codes QR, on va mettre ça sur un site web. Et puis, les gens vont être capables d'aller voir, bien, comme je vais vous donner l'exemple de ma famille, Chevary, là, je vais aller, il va y avoir un code QR, puis ça va m'amener à une page web, sur le web, qui va me parler de la famille Chevary, les gens qui sont venus. Puis là, on a, pour plusieurs familles, comme je veux dire, on a répertorié une 50aine de familles. Puis cet aspect-là du projet, bien là, on va restaurer les pancartes, on va en mettre d'autres, mais il y a aussi l'aspect communautaire là-dedans. C'est-à-dire qu'on va demander aux familles on a encore des descendants au village, qui vont s'impliquer dans la page web, en fait, de leur propre famille. T'sais, on a déjà quelque chose, on a des gens qui sont très, très, très dévoués, qui ont fait beaucoup de recherches au niveau des arbres généalogiques, mais là, on voudrait avoir un plus de ces familles-là. Fait que ça va faire partie du projet. C'est ce qui est le fun, ça va être interactif. Oui, puis la chose aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'on veut que c'est pas juste une chose qui se produit un moment, puis c'est fini, on n'en parle plus. Au contraire, c'est qu'on veut continuer à bâtir, on va être capable de continuer avec les familles. Puis on a vraiment des passionnés dans le comité que je pense qu'ils vont être capables de continuer ça, nourrir le chose. Fait que c'est pas juste... moi, je pense que c'est vraiment de créer un engouement à travers les familles acadiennes dans notre communauté, puis les impliquer. Puis, tu sais, ça veut pas dire que, oui, le dévoilement, ça va être le 7 août de cet été, mais ça sera probablement pas compléter complètement la partie du circuit patrimonial, mais, tu sais, on a une place pour que les gens puissent embarquer. Fait que, puis on a d'autres projets aussi avec les écoles, on aimerait ça, on a des ateliers qu'on pourrait faire aux écoles. Fait que, disons que c'est plus qu'un parc, dans le fond. Ah oui, c'est plus qu'un parc. Là aussi, avec la COVID, maintenant, on est habitué avec les codes QR, on sait comment ça marche. Oui, on s'en vient bon. On a déjà de la pratique. On s'en vient bon, oui. Et ça, c'est un projet qui va coûter combien? Là, présentement, il est évalué autour de 210 000 $. Puis jusqu'à date, on a 160 000 $ de vraiment, là, que c'est assuré. Fait que là, on est encore en recherche de financement, évidemment. Puis là, le lancement de la campagne populaire. C'est-à-dire qu'on vise 25 000 $. Il y a plusieurs façons de donner. Puis là, ce qu'on a fait, c'est que oui, on a rouvert un site GoFundMe. Lui, il est à 10 000 $, mais on va aussi chercher plusieurs, tu sais, comme moi, là, au niveau de ma famille ou d'autres personnes peuvent demander à leur famille. Puis, tu sais, il n'y a pas juste à travers GoFundMe qu'on peut donner. Là. Mais on aimerait ça. On s'est mis un objectif de 25 000 $. C'est sûr que nous, le comité, on avait dit un minimum de 10 000 $ qu'on veut apporter. Je suis très optimiste, mais on aimerait vraiment, si on pouvait atteindre notre 25 000 $, ça serait vraiment bien. Fait que donc, au fond, les gens peuvent donner par l'entremise du site GoFundMe? Oui, il y a 3 façons de donner, en fait. Il y a GoFundMe, on pourra peut-être le montrer tantôt. Il y a aussi, pour les gens qui veulent donner directement à la municipalité, avec GoFundMe, le problème, c'est c'est plus difficile d'avoir un reçu d'impôt. Eux autres ne le feront pas. Moi, j'avais indiqué sur le GoFundMe, si vous regardez bien là, les directives, vous pouvez m'envoyer un courriel, puis moi, je vais m'organiser pour que vous ayez votre reçu d'impôt, mais c'est un petit peu plus compliqué avec GoFundMe. Mais quand même, GoFundMe est quand même assez accessible, c'est facilement donnable pour oui. Ensuite de ça, on a via la municipalité, c'est-à-dire qu'on peut faire un virement Interact directement à la municipalité. Puis je peux donner peut-être le numéro de téléphone, là, c'est le 418-778-3378 au poste 1. Et vous avez juste à dire que vous voulez faire un don pour le projet du 125e, puis ils vont vous donner toutes les directives pour envoyer le virement Interact. Puis eux autres évidemment, ils vont vous demander vos coordonnées, mais ils vont pouvoir émettre un reçu d'impôt immédiatement. Puis il y a la façon traditionnelle, s'il y a des gens qui préfèrent juste faire un chèque, bien, ils peuvent faire un chèque, puis on peut juste l'envoyer à la municipalité de Lac-aux-Saumons, au 36 rue Bouillon, puis c'est à Lac-aux-Saumons, GOJ 1M0.
Donc, Parfait. puis aussi, par le retour du courrier de la poste, ils vont pouvoir vous envoyer un reçu. On a mis à 20 là. Si vous faites un don de 20 ou plus, vous allez avoir automatiquement un reçu d'impôt. Et les gens qui veulent plus d'informations peuvent également contacter la municipalité pour avoir plus d'informations? Oui. Puis aussi, si vous avez, j'ai essayé de voir là, par cas, je pense qu'il n'était pas là. Oui, si vous voulez aussi par courriel, vous pouvez me rejoindre par courriel à projet125acadien@gmail.com. Ça, c'est pour les informations ou c'est oui, pour donner des dons aussi? Vous pourriez, si vous voulez faire un don que vous n'êtes pas sûr, vous pouvez m'envoyer un courriel puis on va s'organiser pour que ça fonctionne. Parce qu'il y en a des fois qui sont inquiets, des fois, avec cette façon de procéder, ils ne sont pas toujours Oui, ils sont pas toujours à l'aise puis tout ça. Puis non, je comprends très bien ça. J'en ai même, je fais beaucoup d'intermédiaires pour être certaine que tout va bien puis qu'ils reçoivent leur reçu puis tout ça. Mais ça va bien jusqu'à date. Je vais vous dire, là, on a commencé, on l'a mis sur le site web, sur le site de GoFundMe à la fin de février, mais on n'avait pas vraiment commencé la publicité. En début de semaine, cette semaine, là, le communiqué est sorti plus publiquement. Puis jusqu'à date, on a déjà 2000 là, t'sais. Fait que là, je me dis, bon, ben là, si on peut le faire connaître plus, on veut surtout, tu sais, je comprends que c'est difficile pour les gens présentement. On est sollicité de toutes parts. Avec un les projet augmentations de patrimonial, frais c'est peut-être, des fois, c'est pas toujours facile à vendre. Sauf que moi, je voudrais toucher les gens des familles acadiennes, tu sais, parce que vous seriez surpris quand même, tu sais, on est quand même une 50aine de familles. Puis je vous dirais que j'ai beaucoup de dons présentement qui viennent de l'extérieur de la région. C'est des gens qui ont encore un attachement au Lac-aux-Saumons et puis qui reviennent au Lac-aux-Saumons, mais tu sais, peut-être que nous, les gens du Lac-aux-Saumons et de la région qui ont une fibre acadienne, bien, je pense que, tu sais, c'est une belle occasion tu sais, mais, tu sais, on donne ce qu'on peut, mais n'importe quel don est accepté. Je veux dire, il n'y a pas de mauvais don. Non, exactement. Alors, tous les dons sont acceptés. Et vous n'êtes pas tout seul dans ce projet-là, vous avez plein de partenaires aussi? Oui, jusqu'à date, on a... en fait, on a... C'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps avant. Le projet a été élaboré l'année passée, mais on avait demandé à Patrimoine canadien, à travers le Fonds des legs, parce que, étant donné que c'est dans le cadre d'un 125e anniversaire, puis évidemment, eux autres aussi, avec la COVID, il y a eu beaucoup de retard, mais on a eu la réponse dernièrement. C'est pour ça que là, c'est vraiment eux, là, on a reçu une belle subvention là, de 100 000 de Patrimoine canadien. On a aussi la MRC de la Matapédia qui est avec nous, évidemment la municipalité, parce que le projet vient d'un groupe de bénévoles, de citoyens, mais il est parrainé par la municipalité de Lac-aux-Saumons. Donc, on avait présenté notre projet, puis on a accepté notre projet. Fait eux aussi sont dans l'aventure pour... Ils vont définitivement contribuer, puis ils vont nous aider aussi à essayer de trouver du financement à travers le privé. On a aussi le Fonds Acadie Québec qui nous a... Eux, c'est pas directement pour le projet, mais c'est pour... comme là, on va avoir... est-ce que je peux en parler? Des festivités cet été. On a des festivités cet été, le 5, 6 et 7 août. C'est pas encore officiel. On a mis que ce soit officiel. Vous allez recevoir certainement un autre communiqué, mais je peux vous donner en vue d'ensemble un peu. On va avoir un conférencier, un historien qui spécialise dans l'histoire acadienne, particulièrement des gens des îles de la Madeleine là, qui ont été s'installer ailleurs qu'aux îles de la Madeleine. Fait que lui, ce conférencier-là, va venir faire une conférence, puis en même temps, on va faire une dégustation aux saveurs des produits des îles de la Madeleine. Bien, ça, c'est intéressant. Oui. Ensuite de ça, on va avoir un groupe le samedi soir. Là, je ne veux pas dire le nom encore parce que c'est pas encore finalisé, mais quand même, ça devrait être de la musique traditionnelle acadienne. Oui, ça s'en vient. Puis le 7 août, qui est la date emblématique, parce que c'est vraiment le 7 août que 34 personnes sont arrivées par train au Lac-aux-Saumons, les 34 Acadiens des îles de la Madeleine. Donc, le 7 août, ça va être la journée du dévoilement dans le parc Place de l'Acadie, en fait, à la Place de l'Acadie. Et puis, c'est là qu'on va avoir le dévoilement là, du monument, du circuit patrimonial et du parc en même temps, c'est ça. Donc, dans le fond, la campagne de financement est ouverte jusqu'au 7 août, jusqu'à l'ouverture? Ou, Oui. La campagne de financement, là, on va espérer que d'ici le 7 août, qu'on ait tout l'argent nécessaire. Oui, c'est ça. Mais sinon, au pire, on s'était donné, on a dit jusqu'à la fin de l'année, mais je veux dire, idéalement, c'est sûr qu'on aimerait ça là, jusqu'au 7 août, qu'on ait accumulé ce qu'on a besoin, là, c'est ça. Bon, on vous le souhaite. Merci beaucoup, France. Votre visite, c'est vraiment un beau projet intéressant. Merci beaucoup. Alors, là, moi, j'invite les gens qui veulent donner pour ce beau projet-là.
historique. Là. C'est vraiment un beau parcours. C'est pas juste un parc, c'est un parcours, ça devient un attrait touristique. Donc, je vous répète, si vous voulez donner, vous pouvez passer par le site GoFundMe ou bien vous pouvez appeler à la municipalité pour faire un virement au 418-778-3378 poste 1 ou vous pouvez tout simplement envoyer un chèque là, directement par la poste à la municipalité de Lac-au-Saumon. N44. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais le bingo. Ben non, on a un nouveau brouillé! Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Je suis en compagnie de Pascal Rioux, qui est directrice générale du Centre d'action bénévole, pour parler de la semaine des popotes roulantes. Bonjour Pascal! Bonjour Marc! Comment ça va? Bien, merci! Donc, tu viens nous parler de la semaine des popotes roulantes. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une semaine qui est là pour sensibiliser les gens à l'importance pour les personnes âgées. En général, c'est des personnes âgées qui reçoivent le service. Fait que c'est vraiment une semaine où c'est qu'on parle de la popote roulante, où c'est qu'on demande. On a besoin de bénévoles, encore une fois. Fait que c'est vraiment pour sensibiliser la population. Pour toutes ces raisons-là qu'on a une semaine. Pour la mettre en valeur, parce que Oui. c'est un service qui est à longueur d'année, mais cette semaine-là, ça va peut-être la publiciser encore plus. Oui, c'est ça. C'est vraiment le but là, de faire une publicité avec nos services de popote roulante. Est-ce qu'il va y avoir des activités spéciales cette semaine-là? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de particulier? Non, on n'a pas d'activité spéciale autre que d'en parler dans les médias. Mais tu sais, pour les gens à la maison, on le souligne pas nécessairement. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment solliciter les gens pour venir faire du bénévolat. Puis leur dire que ça existe pour ceux qui le prennent pas encore ou qui se questionnent c'est quoi. Fait qu'on est là un peu pour vanter les mérites de notre popote roulante, qui est délicieuse, soit dit en passant. Parce que la popote roulante, c'est la distribution de repas chauds à domicile. Oui. C'est ça. On distribue 3 fois semaine, les lundis, mercredis et vendredis. Les gens reçoivent le repas aux environs de 11h30 à midi, là, aux environs de ça. C'est des bénévoles qui vont livrer. Puis je vous dirais que ces bénévoles-là aussi sont outillés pour reconnaître si la personne a perdu des capacités depuis la dernière fois qu'ils l'ont vue ou s'il y aurait quelque chose. Souvent, ils vont appeler au bureau puis ils vont nous le dire. « Madame Rioux, elle se levait pas ce matin, je l'ai aidée à se lever, c'est pas dans ses habitudes. » Fait que nous, au bureau, on appelle la famille ou le voisin, la personne de référence pour lui dire on est inquiet un peu. Fait que souvent, il y a une mise en place qui se fait pour aider l'aîné. Là. Parfait. Et les gens qui reçoivent la popote roulante, c'est parce qu'ils ont des particularités, je pense. Bien, on dit que c'est un service offert à toute la population, surtout pour les aînés, mais quelqu'un qui a été opéré a le droit de prendre la popote roulante. Okay. Une maman qui a accouché, qui ça va moins bien, peut prendre pour un certain temps la popote roulante. C'est sûr, Marc, t'es pas mon client, là. T'es pas la personne. Je suis pas éligible. Pas tellement, non. Et puis, justement, tu parlais des bénévoles. Je sais que vous êtes à la recherche de bénévoles, il y en manque aussi. C'est quoi les impacts du manque de bénévoles sur un service comme celui-là? En ce moment, on est limite en frais de bénévoles. Puis si on devient en manque, il va falloir soit dire on livre des repas congelés une fois semaine, on fait la livraison, puis les gens vont le recevoir, puis ils vont s'occuper de dégeler. Puis c'est pas la formule idéale. Nous, on livre en ce moment des repas chauds 3 fois semaine. Puis c'est vraiment ça qu'on veut. On veut pas arriver au congelé. Mais si jamais on n'a plus de bénévoles le vendredi matin pour livrer, bien, qu'est-ce que vous pensez qu'on va être obligé de faire? C'est ça. Trouver un plan B. Fait que, dans le fond, ceux qui veulent faire du bénévole, c'est pas nécessairement beaucoup d'heures nécessairement, c'est juste qu'ils peuvent avoir quelques heures puis ils peuvent le faire pareil. Oui, c'est ça, Marc. Tu l'as bien dit, quelques heures. Ça peut être, on demande aux gens d'arriver au traiteur pour 10h40, même 10h30, là, puis à midi, c'est fini. Fait que c'est pas tellement un bénévole qui est long, puis ça vous permet de voir des gens puis socialiser, puis vous débarquez de votre auto, vous rembarquez, vous faites un peu de kilométrage. On donne des sous pour le dédommagement de l'auto qui est utilisé, là. Fait que c'est pas une paye, c'est vraiment un dédommagement, là. Parfait.
Alors, Pascal, les gens qui font du bénévolat, je pense qu'ils peuvent avoir un crédit d'impôt. Bien, Marc, je te replace. C'est pas les gens qui font le bénévolat, c'est les gens qui achètent la popote au coût de 8 $. Les gens de 70 ans et plus ont le droit à un crédit d'impôt. Fait que ce que ça fait, c'est que ça leur donne un crédit d'impôt pour le maintien à domicile. Fait que c'est avantageux pour eux, là. Tout à fait. Bien, parfait, mon Dieu. C'est vraiment un beau service qu'ils nous ont offert. Oui. Bref, de toute façon, le service, c'est un service régulier, c'est à l'année et on a besoin de publicité, de le faire connaître quand même, peu importe la semaine. Là. Puis je peux vous dire, l'an passé, on a livré 4 882 repas. On a parcouru 32 162 km, puis c'est 22 bénévoles au courant de l'année qui ont touché à Popote roulante. Fait que c'est une belle équipe. C'est un beau service. C'est un beau service, puis ça se fait en... La personne, elle peut le faire le lundi une fois par mois, puis ça va être correct. Là. Elle n'est pas obligée d'être là à tous les jours. Là. Fait que c'est pour ça, quand je dis 22 bénévoles, c'est qu'il y en a qui en font une fois, il y en a qui en font plus souvent, mais c'est vraiment ouvert à tous. Oui, c'est ça. Ces gens ne sont pas disponibles les 3 journées de la semaine, mais au moins une journée, il y a une rotation qui se fait. Oui. Bien, merci Pascal d'être venu nous parler de ce beau service. Et moi, j'invite ceux qui ont du temps à donner, comme on s'était mentionné, c'est pas nécessairement d'avoir donné beaucoup d'heures, juste quelques heures par semaine. Contactez le Centre d'action bénévole pour dire que vous êtes intéressé à participer à ce service de popote roulante pour que les gens qui sont plus dans le besoin, qui ont des difficultés ou sont dans une situation où c'est plus difficile pour eux d'aller faire l'épicerie ou de se faire à manger, là, de pouvoir manger des bons repas chauds. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. L'arrivée de la saison estivale signifie pour les employeurs le moment de procéder à la période d'embauche étudiant. Malgré qu'il s'agit d'une tâche annuelle, la réalité changeante du marché de l'emploi peut venir complexifier cette tâche. Le 30 mars prochain, les gestionnaires et propriétaires d'entreprises de la Matapédia, de la Matanie et de la Métis sont conviés à une conférence. Et pour en parler, bien, je reçois le conférencier Stéphane Simard. Bonjour Stéphane. Bonjour Marc, comment ça va? Ça va très bien, toi? Absolument en pleine forme, merci. Bon, donc la première question, c'est probablement une question que les gens redoutent souvent en entrevue. Parle-nous un peu de toi, parce que je pense que tu n'es pas connu beaucoup ici sur le territoire. C'est vrai que c'est une bonne question d'ouverture en entrevue. Parle-nous de toi. Puis quand on pose cette question-là, en fait, comme employeur, ce qu'on veut valider, c'est est-ce que la personne est capable de se présenter de façon concise en faisant ressortir ce qui est important, puis pas parler pendant 2-3 minutes non plus. Donc, je vais faire ça de façon très concise. Tu vas mettre en pratique ce que tu montres. Absolument. Fait que je suis diplômé en administration des affaires en enseignement. J'ai été gestionnaire pendant une dizaine d'années dans les petites, moyennes et grandes entreprises, secteur manufacturier des services. Puis depuis maintenant 16 ans, j'ai accompagné environ 30 000 gestionnaires pour les aider à faire face à leurs différents défis en ressources humaines. Parfait. Donc, là, comme j'ai mentionné, le 30 mars, vous allez être dans la région, même si c'est de façon virtuelle. Pour venir justement parler de tout ça, de l'embauche. Là, j'ai parlé surtout de l'embauche étudiante, mais vous allez aller plus large que ça. Mais de toute façon, avec tout ce qui se passe, on a vécu la pandémie, là, on vit la pénurie de personnel. Ça doit venir changer la donne pour les employeurs, de faire du recrutement de personnel. Absolument. Bien, écoute, déjà depuis 2014, il y a plus de gens qui quittent le marché du travail qu'en arrivent à cause du déclin démographique du Québec. Mais c'est sûr que la pandémie a exacerbé ça. Donc maintenant, c'est normal quand un employeur a l'impression que c'est plus lui qui passe l'entrevue que le candidat quand il rencontre des gens. Ça met beaucoup de pression. Et puis en même temps, on parle évidemment des jeunes parce que ça va être le thème de la conférence, les nouvelles générations, mais ça a touché toutes les générations. Hein. C'est pas surprenant des fois de voir des gens, même dans la cinquantaine, remettre en question finalement leur carrière basée sur ce qui s'est passé depuis 2 ans, en découvrant des nouveaux intérêts ou des nouvelles façons de faire. Puis c'est sûr que justement, la conférence va être à distance, puis des fois, ça amène beaucoup de changements au niveau de la gestion, mais ça amène aussi des choses positives, entre autres au niveau du recrutement, surtout quand on est en région. Ça permet en fait d'aller chercher possiblement des candidats dans un bassin qui est peut-être plus large que ce qu'on pouvait faire avant la pandémie. Oui, puis là, ce qu'on vit, nous, en région, bien, c'est un des bienfaits de la COVID. Il faut en trouver. Et puis, il y a beaucoup de gens qui se sont exilés justement en région. Ils ont quitté les grands centres urbains parce qu'ils pouvaient faire du télétravail.
Fait que ça aussi, ça rentre en ligne de compte, j'imagine, aussi pour les employeurs de gérer la demande de télétravail. Oui, on a vu ça au bye-bye, il y a beaucoup de gens qui s'en allaient en Gaspésie et ailleurs. Tout à fait. Fait que Oui, ça, j'imagine ben, que ça va être question aussi dans la conférence, peut-être aussi, de toucher justement cette vague-là de gens qui arrivent, mais qui demandent peut-être du télétravail. Oui, en fait, ça demande une adaptation. Puis, tu sais, que ce soit un employé qui arrive, qui est déjà dans la région ou de l'extérieur, toute la notion d'intégration, intégration à l'organisation, mais aussi intégration à la communauté, c'est des critères qui sont super importants. Puis, c'est sûr que quelqu'un qui est dans un grand centre, avant d'aller en région, bien, il va vouloir évidemment se renseigner peut-être encore plus parce que c'est une décision importante. C'est sur à quoi va ressembler mon environnement de travail, ça va être quoi mes horaires, est-ce qu'il y a de la possibilité effectivement de faire du télétravail ou des choses comme ça. Donc, c'est une adaptation pour tout le monde. Oui, tout à fait. Puis là, avec la pénurie de personnel, moi, ce qui me vient en tête, c'est qu'il y a plusieurs années, il y avait peut-être 50 travailleurs pour un employeur. Puis là, c'est peut-être l'inverse. Il y a 50, il y a un travailleur pour 50 employeurs. Ça va être une réalité qui est là aussi, j'imagine. Oui, puis le piège là-dedans, à cause de ça, je te dirais, c'est que des fois, il y a des employeurs qui essaient de se survendre, c'est-à-dire de promettre des choses qui ne seront peut-être pas capables de livrer effectivement dans le quotidien. Donc, tu sais, oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais en même temps, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut être prêt à accepter n'importe qui se présente parce que de toute façon, ça ne fonctionnera pas. La personne ne sera pas heureuse, puis vous n'aurez pas le rendement recherché parce que finalement, la personne elle s'est embarquée dans un projet qui est différent que ce qu'elle pensait que c'était finalement. Oui. De toute façon, je pense que cette conférence-là va être intéressante justement pour revenir à la conférence. Comment ça va se passer? Là, on sait que c'est le 30 mars, mais c'est la durée, c'est à quelle heure? Comment ça va fonctionner? Oui, 30 mars, 11h30. En fait, c'est une conférence de 75 minutes où on va parler des nouvelles générations, c'est quoi leurs attentes par rapport au marché du travail, mais surtout comment on peut s'adapter. Parce que, bon, on peut bien parler des générations pendant longtemps, mais l'idée, c'est plus de voir comme employeur, qu'est-ce que je peux faire pour me démarquer au niveau de l'affichage de postes, au niveau du recrutement, c'est quoi les grandes tendances. C'est sûr que les nouvelles générations, maintenant, ils cherchent plus à vivre une expérience qu'à vivre un travail, finalement. Donc, c'est important de garder ça en tête que le travail, c'est peut-être plus central comme ce l'était pour les autres générations. Puis des fois, on interprète ça un peu comme un manque d'engagement ou un manque de dévouement, mais c'est pas ça. C'est que les jeunes cherchent vraiment quelque chose qui va les faire grandir. Oui, il faut que ce soit amusant, il faut qu'il y ait du plaisir, tout ça, mais je te dirais que fondamentalement, ce que les jeunes veulent, c'est une occasion de se développer, de contribuer, de faire une différence. Puis s'ils n'ont pas l'impression qu'ils grandissent, bien, comme tu dis, ils ont embarras du choix, fait qu'ils vont aller grandir ailleurs. Oui, c'est ça. Et puis, les employeurs qui sont intéressés à suivre justement la conférence, comment ils doivent procéder? Comment ils doivent s'inscrire? Bien, ils peuvent aller visiter le site, la page Facebook Cosmos MRC La Matanie. Cosmos, COS-MOSS, MRC La Matanie. Dans événements, il y a les informations qui sont là, puis les gens peuvent s'inscrire jusqu'à la date limite du 30 mars. Dans le fond, jusqu'au 30 mars, là, pour pouvoir s'inscrire, ils vont recevoir un lien pour pouvoir se connecter, comme j'avais mentionné, parce que là, la conférence va être en ligne. Voilà. Et après la conférence, peut-être que des fois, il peut y avoir des employeurs qui ont peut-être d'autres questions, ils veulent des clarifications. Est-ce qu'il y a une suite? Est-ce qu'il y a une référence? Est-ce que les employeurs vont être référés s'ils ont besoin de soutien par la suite? Oui, bien en fait, c'est ça, les gens qui participent à la conférence sont invités à prendre des petits engagements justement pour mieux se préparer à l'embauche, entre autres, estivale qui s'en vient. Les gens vont recevoir aussi 4 petites vidéos là, qui vont les aider, qui vont les accompagner par la suite. Puis surtout, ils peuvent aller visiter le www.stéphanesimard.com. Entre autres, sur la page d'accueil, les gens peuvent télécharger l'édition 2022 que je viens juste de mettre en ligne, l'édition 2022 de l'enquête Génération Z. Donc, une trentaine de pages avec plein d'informations, tableaux graphiques sur les attentes des nouvelles générations. Donc, il y a plein d'informations qu'ils peuvent aller chercher par la suite s'ils ont besoin de plus d'informations ou plus de soutien. Absolument, ça va me faire plaisir. Bien, merci Stéphane. Puis je pense que ça va être intéressant. Moi, j'invite les employeurs justement à suivre cette conférence-là. Et je vous souhaite bienvenue dans notre région parce que, comme vous me disiez au début, avant qu'on rentre en ondes, vous n'êtes pas venu souvent dans la Matapédia. Même si c'est de façon virtuelle, bien, je vous souhaite quand même bienvenue sur notre territoire.
Puis je vous souhaite une belle conférence. Ben, c'est gentil, merci beaucoup, puis à une prochaine en personne. Parfait. Donc, les employeurs et qui sont intéressés à suivre la conférence, vous pouvez aller sur le site de Cosmos pour vous inscrire pour cette conférence qui va avoir lieu le 30 mars à 11h30 par Zoom. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Pour une deuxième année consécutive, une bourse d'études de 1 000 $ sera offerte à une étudiante ou à un étudiant du Centre matapédien d'études collégiales. Il s'agit de la bourse des Acadiens. Et pour en parler, j'ai avec moi Sylvie Thériault, qui est étudiante en médecine à l'université. Bonjour Sylvie. Bonjour M. Bourdouin. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi la bourse des Acadiens et dans quel contexte ça a été créé? Donc, la bourse des Acadiens, c'est une bourse qui vise à encourager un étudiant du Centre matapédien d'études collégiales. L'idée d'implanter cette bourse-là m'a été venue un peu en deux temps. D'abord, quand j'ai étudié au CEMEC, il y avait une bourse qui était nommée la bourse des médecins, qui était faite par un médecin de la région. C'était une bourse d'une valeur de 500 $. Puis, cette bourse-là visait, dans le fond, les étudiants qui appliquaient en médecine. Mais moi, quand j'ai gradué, le médecin qui offrait cette bourse-là a déménagé. Donc, la bourse là, est partie avec lui. Mais j'ai trouvé que son idée d'offrir une bourse d'études à un étudiant, je trouvais que c'était vraiment une bonne idée, puis ça m'a fortement inspirée. Donc, l'idée d'implanter une bourse d'études au CEMEC m'est venue en partie de lui. Donc, ça flottait dans ma tête un peu depuis ce temps-là. Puis, c'est devenu plus concret en 2021, quand on a fêté le 125e de l'arrivée des Acadiens au Lac-aux-Saumons. Il y a plusieurs festivités qui étaient préparées en leur honneur. Puis, ces festivités-là m'ont fait réfléchir beaucoup à leur présence dans ma municipalité. J'ai été un peu saisie par le rôle important que les Acadiens ont joué dans le développement du Lac-aux-Saumons. Puis, ayant moi-même des racines acadiennes, je trouve que c'était un beau moment d'implanter la bourse du CEMEC que j'avais eu l'idée d'implanter plus tôt. Ça permettait aussi de célébrer les Acadiens. C'est une bourse un peu qui est en leur honneur. Puis ça permettait aussi de faire connaître aux étudiants les Acadiens, parce que pour certains, là, ça fait aussi partie de leur histoire. OK. Donc, nécessairement, pour recevoir la bourse, il ne faut pas être nécessairement acadien. Non, pas nécessairement. OK. Donc, c'est toi qui es l'instigatrice depuis 2 ans là, de cette bourse-là. C'est toi qui es en arrière du choix de remettre la bourse à un étudiant? Oui, en quelque sorte, avec du soutien aussi de la part de mes proches. Et puis, les étudiants, donc c'est tout étudiant confondu, peu importe dans lequel domaine ils étudient, en autant qu'ils étudient au Centre matapédien d'études collégiales. Comment ils doivent procéder si, disons, sont intéressés à recevoir la bourse? C'est quoi la démarche qu'ils doivent faire? Dans le fond, pour avoir la bourse cette année, en fait, c'est un étudiant qui va s'inscrire au CEMEC pour l'automne 2022. Donc, il y a deux critères d'admissibilité. Le premier étant, à l'automne 2022, être inscrit à temps plein ou à temps partiel dans l'un des programmes d'études du CEMEC. Puis, également, là, à l'aide d'un texte de 100 à 300 mots, il fallait répondre à la question suivante, qui était « Qu'as-tu prévu faire d'ici 10 ans pour améliorer ta ville ou ton village et qu'as-tu déjà fait en ce sens jusqu'à présent? » C'est quand même une bonne question. Oui, ça reflète les deux objectifs de la bourse là, que je pourrais vous en parler. Et là, c'est sûr, c'est pas comme un choix de réponse. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Comment vous allez sélectionner ça va être quoi les critères de sélection? Qu'est-ce qui va faire que vous allez choisir plus un étudiant qu'un autre en fonction de ce qu'il va écrire? Les critères de sélection reposent en partie sur le dossier académique, sur le dossier d'implication. Puis, en fait, là, un des objectifs de la bourse, le premier, c'était de faire connaître les Acadiens. Mais le deuxième, c'est aussi là, de transmettre un peu l'esprit visionnaire puis l'esprit de bâtisseur qu'ont eu les Acadiens en arrivant, puis aussi le désir de laisser un héritage aux générations suivantes. Donc, c'est beaucoup la réponse à la question qui est pris en compte, puis le sérieux de cette réponse-là
qui guide notre choix. Fait là, ce que je comprends bien, ça s'adresse aux nouveaux, les nouvelles personnes qui s'inscrivent, ceux qui commencent leurs études. C'est ça. La première édition était vraiment offerte à un finissant, mais cette fois-là, on a décidé de changer le public cible pour donner la bourse à des gens qui vont s'inscrire au CEMEC afin d'encourager les gens à étudier dans notre région pour les études collégiales. Fait que c'est ça, c'est la deuxième édition. Et comment ça s'est passé la première édition? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'étudiants qui avaient postulé, qui avaient tenté leur chance d'avoir la bourse? Oui, il y en avait eu quelques-uns. C'était seulement parmi les finissants, puis c'était sensiblement là, la même question qui avait été posée également. Okay. Et là, présentement, est-ce que c'est le temps maintenant pour les étudiants qui veulent postuler? Est-ce que c'est ouvert présentement ou ça va ouvrir bientôt? Dans le fond, ça va ouvrir là, à l'inscription en personne qui va avoir au mois d'août 2022. OK. Fait qu'à partir du mois d'août. Oui, c'est ça. Okay. Les personnes inscrites au CEMEC vont recevoir automatiquement un courriel pour s'inscrire à la bourse. OK. Parfait. Fait que ça va se faire en même temps qu'ils vont s'inscrire pour l'école. C'est ça. Est-ce qu'il va y avoir, il va y avoir un prix, il y a une bourse qui va être remise? Est-ce qu'il y a une cérémonie spéciale? Est-ce qu'il y a une façon spéciale que la personne reçoit sa bourse, la personne qui va être sélectionnée? Pas nécessairement une cérémonie spéciale, là, mais il va y avoir une rencontre avec une prise de photos puis des félicitations. Tout à fait. Bon, et l'année passée, c'est qui s'était mérité la bourse? L'année dernière, c'était Justine Turbide, qui était une étudiante du CEMEC qui a appliqué en pharmacie physiothérapie aussi. Puis c'est vraiment son texte là, qui s'était démarqué au niveau de la bourse. Elle avait la même question, j'imagine, qu'il y a cette année? C'est la même question. Parfait. Bien, je trouve que c'est une belle initiative, puis ça encourage justement ça fait connaître les Acadiens aux étudiants, puis ça les encourage là, dans leurs études aussi, parce que j'imagine que ça doit être bien apprécié, ce petit montant-là, quand tu es aux études. Bien, merci beaucoup, Sylvie, d'être venue nous en parler. Ça me fait plaisir. Et bonne continuité, là, toi aussi, dans tes études, et bon succès. Merci. Oui, ce sera pas long, je vais vérifier ça. Marie-Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Daily Bingo ce dimanche à 12h30. La répartition proposée l'automne dernier par Élections Canada au prochain redécoupage électoral ferait perdre un siège au Québec à la Chambre des communes, alors que d'autres provinces canadiennes en gagneraient. Le Bloc québécois s'oppose à cette répartition proposée et a déposé un projet de loi, une clause nation, pour fixer un seuil minimal de 25 % la proportion de députés du Québec au sein du Parlement canadien. Donc, pour en discuter, je reçois Christina Michaud, qui est députée à la circonscription d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia. Bonjour, Christina. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien. Donc, pour nous mettre dans le contexte, le redécoupage électoral, c'est quelque chose qui se produit aux 10 ans. Mais pourquoi qu'on revoit le tableau électoral à chaque décennie? En fait, c'est dans la loi, là, c'est un exercice, comme vous l'avez dit, qui revient tous les 10 ans parce que on n'a pas le choix de réévaluer un petit peu le mouvement des populations, voir si les circonscriptions sont toujours équivalentes en termes de nombre d'électeurs aussi. Alors, c'est un exercice qui se fait tous les 10 ans et malheureusement, cette année, comme la dernière fois, on a peur pour le Québec, pour la perte d'un siège, mais aussi on a peur pour l'Est du Québec, que la voix s'affaiblisse et c'est exactement ce qui s'était produit il y a 10 ans quand c'était Jean-François Fortin, le député et à ce moment-là, c'était Haute-Gaspésie, Lamitis, Matane, Matapédia. Alors, il y avait eu un redessinage là, des circonscriptions, mais finalement, on n'avait pas perdu de siège et c'était une victoire en soi pour les députés de l'Est les 4 députés, même si on avait des néo-démocrates là, du côté de la Gaspésie, de Rivière-du-Loup, de Rimouski et bloquistes du côté de Matane. Les 4 députés avaient fait front commun là, pour montrer qu'on ne voulait pas perdre de siège dans l'Est du Québec et c'est un peu la même chose qui se produit, j'ai l'impression, et le DGE ne l'a pas nécessairement dit là,
à quel endroit ce serait ciblé. Il a seulement mentionné la perte d'un siège au Québec, mais ça nous donne le droit d'être inquiète, malheureusement, que ce soit l'Est du Québec qui soit touché. Et à l'époque, on parlait d'éliminer complètement la circonscription que je représente aujourd'hui pour agrandir plutôt celle de Rimouski et celle de Gaspésie-les-Îles. Alors, ça devenait comme ça, ce qui était proposé là, il y a 10 ans, ça devenait les 2 plus grandes circonscriptions du Québec et les 2 plus populeuses. Et ça vient avec des défis. Là, vous connaissez déjà un peu les spécificités de ma circonscription qui est immense. C'est près de 15 000 km². Ça s'étend sur 2 régions administratives, 4 MRC, 56 municipalités, 2 communautés autochtones. Alors, c'est pas les mêmes défis que dans les communautés urbaines, bien entendu. Là, c'est pas un seul maire avec qui on a affaire, c'est 56 et autant de chambres 4 préfets, autant de chambres de commerce, autant d'organisations, d'associations économiques et tout ça. Alors, ça fait bien du monde avec qui discuter et bien du monde à représenter. Alors c'est un peu... C'est un peu ça l'enjeu et le Bloc québécois veut pas laisser passer ça que au profit d'autres provinces qui, eux, gagneraient des sièges, là, parce qu'avec le nouveau redécoupage qui est proposé, on en gagnerait 4, donc on passerait de 338 députés à la Chambre des communes à 342, mais le Québec en perd 1. Et on veut pas que ça se produise, évidemment, pour pas perdre de poids politique du Québec à la Chambre des communes. Et aussi longtemps qu'on siégera, du moins pour les députés du Bloc québécois, à la Chambre des communes, mais on veut que notre voix soit entendue, particulièrement celle de l'Est du Québec. Et c'est drôle qu'on se parle de ça aujourd'hui parce que c'est justement la journée d'opposition du Bloc québécois à la Chambre aujourd'hui et on va débattre de ça. Donc, en après-midi, j'aurai un discours pour parler plus spécifiquement du cas de l'Est du Québec et ce sera vraiment l'objet du débat toute la journée. On aura un vote là-dessus demain. Alors, tous les partis de la Chambre auront à se prononcer sur le poids politique du Québec. Alors, c'est assez symbolique de faire ça, bien que le processus n'est pas encore entamé. Là, le directeur général des élections a parlé de ses intentions, mais l'étude en soi n'est pas encore entamée. Alors, quand même, ça affiche les couleurs des partis assez rapidement. Oui, tout à fait. Puis comme vous mentionnez, on a eu chaud parce qu'on était visé il y a 10 ans, puis là, on est possiblement encore visé, comme tu le mentionnais. On a quand même des grandes circonscriptions, là. Tout regrouper ça serait quoi les impacts pour les personnes qui vivent dans ces circonscriptions-là? Ça va être plus long, plus difficile, peut-être plus complexe à gérer si c'est plus grand? Ben clairement, et même en ce moment, je suis une des seules députées au Canada qui a 4 bureaux de circonscription. On en parle souvent de ces 4 bureaux-là, mais ça a quand même un impact parce que c'est vraiment un point de service pour les citoyens. Hein. Il n'y a plus tant de bureaux que ça de Service Canada et d'extension du gouvernement fédéral. Alors, on devient un peu ça, un guichet unique pour les ministères qui sont dysfonctionnels ou qui fonctionnent moins et avoir le nombre de cas d'immigration ou d'assurance emploi qu'on traite chaque semaine à mes bureaux de circonscription. Bien, ça montre que les gens ont besoin de ce service-là. Alors, imaginez s'il n'y avait pas de bureau à Carleton-sur-Mer, les gens devraient faire 2 heures de route pour se rendre au bureau d'Amqui, 2 heures pour revenir. Même chose si on n'avait pas dans la Métis, ce serait 1 heure pour se rendre du côté de Matane et 1 heure pour revenir. Alors, quand on a des grands territoires comme ça n'a pas de bon sens de ne pas avoir un moyen de rapprocher la population des élus aussi. Et aujourd'hui, avec le télétravail, bien, on a vu qu'il y avait d'autres moyens de le faire quand même, mais d'assurer une présence directement sur le terrain. Ça, c'est super important. Et je m'étais assurée vraiment que mes 4 MRC soient représentés de la même façon et je pense que c'est apprécié quand j'ai une personne d'Amqui qui appelle au bureau d'Amqui et qui sait qu'il est répondu par une madame de la région, ben les gens apprécient ça parce qu'on est au courant des spécificités de chaque MRC, de chaque village et on sait d'où on vient et comment on travaille avec les gens. Donc, je pense que c'est apprécié. C'est pas nécessairement la même chose dans une circonscription à Montréal où c'est quelques coins de rue et les gens, je sais pas s'ils font autant affaire à leurs députés qu'ici en région, mais je pense que c'est important. Et alors, d'agrandir comme ça les circonscriptions, et c'est aussi énormément de coûts et de routes aussi pour les députés et leurs équipes. Donc, de devoir repartir de Gaspé jusqu'à Matane, ça fait un bon chemin. Et quand on parle de représentation effective aussi des élus, on veut être présent dans nos circonscriptions. On est la moitié de l'année à Ottawa, l'autre moitié de l'année, si on a un brunch à Gaspé le matin, un souper spaghetti à Matane le soir, puis qu'on doit retourner dans
à Ottawa après, ben ça fait beaucoup. Donc, on aimerait ça s'assurer aussi que ce soit peut-être plus condensé, là, comme ça peut l'être quand même. J'ai plusieurs heures de route à faire entre les différentes municipalités de mon comté, mais quand même, je pense qu'il faut avoir ça en tête si on commence à augmenter ça ou à fragmenter aussi les municipalités régionales de comté. Dans le dernier redécoupage là, qui était proposé il y a 10 ans, on proposait justement de scinder la MRC de Témiscouata, la MRC de la Matapédia, dont une partie se serait retrouvée avec Gaspésie-les-Îles et l'autre avec Rimouski. Et ça vient créer des enjeux. Quand il y a un enjeu pour la Chambre de commerce ou pour le préfet, il se tourne vers quel député là, fédéral. Alors, c'est un petit peu complexe et pour tous les programmes fédéraux qui viennent avec, notamment le programme Emploi d'été Canada, Nouveaux Horizons, à quelle circonscription on fait nos demandes, tout ça. Alors, je pense que l'enjeu géographique est hyper important dans ce contexte-là et c'est ça qu'on va essayer de démontrer à nos collègues aujourd'hui. Tout à fait. Donc là, c'est sûr, on est juste dans des pourparlers. Il n'y a pas de décision qui est prise, mais comment ça marche? Le gouvernement peut-il se lever un matin et dire, là, on coupe, on enlève ça, ou il doit aller en chambre, il doit avoir l'avis des autres partis? Comment ça fonctionne quand il veut prendre une décision comme celle-là? C'est vraiment une commission indépendante qui est créée et qui évalue tout ça. Et un des facteurs sur lesquels il s'appuie, c'est le fait que dans tant d'années, le mouvement de la population, la démographie, qu'est-ce que ça va avoir l'air? Et bien évidemment, dans les dernières années, on a perdu du monde en région, ça s'est dévitalisé. Donc ça, c'est pris en compte. Et les gens, les particuliers, les partis politiques peuvent aller déposer des mémoires et faire valoir leurs points. Et c'est ce que le Bloc québécois va faire, comme les députés de l'Est du Québec l'avaient fait il y a 10 ans. Mais on trouve ça particulier de justement s'appuyer sur des facteurs de prévision démographique, alors que c'est un processus qui revient tous les 10 ans. Alors, pourquoi on se fie à combien de personnes il devrait y avoir dans la région dans 20 ans, alors que dans 10 ans, on va quand même réévaluer le tout? Et il y a quelque chose qui a changé quand même par rapport à il y a 10 ans. En 2021, c'est la première fois en presque 20 ans qu'on a eu un solde migratoire positif, autant au Bas-Saint-Laurent qu'en Gaspésie. Alors ça, c'est un élément important. On a vu beaucoup de gens revenir s'installer en région. Du moins, il y a eu plus de monde qui sont arrivés que que de personnes qui sont parties. Alors ça, c'est intéressant et je pense que ça nous permet d'évaluer quelque chose de positif pour la suite et peut-être que nous, ce qu'on aimerait au final, là, c'est qu'on ait une clause nation dans la Constitution. C'est pas un chantier facile à aller modifier ça, mais il y a quand même des clauses déjà qui s'appliquent, notamment la clause sénatoriale et une autre dont le nom m'échappe et je suis désolée de ça. Mais bref, tout ça pour dire que c'est un peu complexe tout ça, mais il y a des quotients d'électeurs, donc un nombre minimal qu'il doit y avoir par circonscription. Alors, quand on a un solde migratoire négatif, bien entendu, on a peur de pas y arriver en une seule circonscription, même si elle est très grande. Alors, on veut l'augmenter ou augmenter ses frontières ou son territoire. Mais c'est pas nécessairement la chose à faire parce que, comme on l'a dit, ça vient avec d'immenses défis, particulièrement pour les régions rurales et les régions ressources comme la nôtre. Comme tu as mentionné, de toute façon, si on peut trouver un point positif à la COVID, bien, c'est le télétravail. Ça a incité les gens à quitter le milieu urbain pour venir s'installer en milieu rural parce qu'ils pouvaient faire du télétravail. Donc ça, c'est un gros plus. Puis oui, nous autres aussi, dans la MRC de la Matapédia, on a un solde migratoire positif depuis les 3 dernières années. Donc c'est bon signe. Donc là, le projet de loi que vous avez déposé, c'est pour avoir 25 %. Le Québec aurait le droit d'avoir 25 % de nombre de sièges à la Chambre des communes. Là, présentement, on est à combien? J'ai pas le chiffre exact, là, je peux vous le trouver, mais c'est pas un gros pourcentage. Je pense qu'on est à 26 quelques et on veut que ça descendrait à 25 quelques et on veut que ça reste là. Je veux pas vous induire en erreur, c'est des chiffres qui m'échappent en ce moment, mais ce qu'on veut, c'est s'assurer qu'on ne puisse plus descendre en bas de ça. En ce moment, le Québec a 78 circonscriptions et on ne veut pas aller en bas de ça et on voudrait même augmenter ça. Si on regarde, le Québec a 125 députés à l'Assemblée nationale et 78 à la Chambre des communes. Alors déjà, les territoires sont beaucoup plus grands. Moi, par exemple, j'ai 2 députés
provinciaux sur mon territoire. Alors, déjà, il y a une différence dans la façon de représenter les gens. Alors, si on va en deçà de 78 ou de 25 bien, ça devient un problème dans la représentation effective, comme je disais, mais je peux vous revenir avec les chiffres après l'entrevue sans problème. Parfait. C'était pour nous donner une idée. Fait que dans le fond, on veut protéger ce qu'on a présentement. C'est ça que le projet de loi veut mettre en place. Et puis là, il a été déposé. Là, c'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes, bon, ça va être d'avoir quand il est déposé, on appelle ça la première lecture. Après ça, ce sera la deuxième lecture. Donc, ça va revenir en chambre. Les députés vont pouvoir en débattre pendant quelques heures. Il y a un premier vote, à savoir si ça s'en va en comité parlementaire pour être débattu à ce moment-là aussi et amendé. Si c'est le cas, si le vote est en faveur, et que le processus se fait en comité, ça revient en chambre pour un autre vote. Si c'est voté en faveur et ça s'en va au Sénat pour le même processus, puis ça revient à la Chambre. Alors, c'est un très long processus, évidemment, mais le projet de loi est déjà déposé, alors ça, c'est bon signe. Bon. Bien, merci beaucoup, Christina, pour toutes les informations. Merci beaucoup de nous protéger, nous. Notre belle circonscription, on y tient, on veut la garder. Merci de nous protéger, merci de travailler pour nous. Et puis, ben, on espère là, qu'on va vous entendre puis qu'on va, ben, un respect pour le Québec puis de garder nos acquis et de garder là, nos députés là, en place. Merci beaucoup. On l'espère aussi puis on va travailler pour. Merci. Lors de l'entrevue, la députée d'Avignon, la métisse Matane-Matapédia, Christina Michaud, n'avait pas en sa possession les statistiques du poids politique du Québec à la Chambre des communes. Actuellement, celui-ci se situe à 23,1 %. Avec le redécoupage proposé, le Québec se retrouverait à 22,5 %. Le projet de loi déposé par le Bloc québécois permettrait de protéger les sièges au Québec en garantissant une proportion de 25 %. Le 3 mars dernier, le Bloc québécois a déposé sa motion et a obtenu le consensus pour protéger le poids politique du Québec et la représentativité de la nation québécoise à la Chambre des communes. Le Parlement a reconnu la nécessité de rejeter la proposition de redécoupage électoral d'Élections Canada qui prévoyait la perte d'un siège pour le Québec aux communes. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Et voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres encore une fois à la maison. Je vous invite à ne pas manquer notre télébingo ce dimanche 12h30. La carte pleine est à 500 $. Et vous allez retrouver à la barre de l'émission Marc Beaudoin dès la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à bientôt!